Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Chas Freeman, diplomate à la retraite, ancien ambassadeur en Arabie Saoudite et ancien secrétaire adjoint à la Défense. Merci d'être revenu dans l'émission. Heureux d'être de retour avec toi, Glenn. Récemment, enfin en réalité ce matin, je lisais l'ancien ouvrage de Paul Kennedy, The Rise and Fall of the Great Powers, publié en 1987. J'y ai relevé plusieurs indicateurs intéressants de ce à quoi l'on peut s'attendre lorsqu'une grande puissance entre en déclin. La baisse de la productivité industrielle, de l'innovation et de l'avantage commercial, la détérioration des infrastructures, un trop grand nombre de guerres, de bases militaires et d'alliances, des budgets militaires qui explosent, d'autres grandes puissances qui rattrapent leur retard sur les plans économiques et technologiques, des dirigeants politiques refusant de reconnaître que le monde a changé et par conséquent échouant à s'adapter. Une prise de décision de plus en plus à court terme, dépourvue de stratégie à long terme, et enfin, un déclin institutionnel et culturel. J'ai vraiment l'impression que, d'une certaine manière, c'est le problème de notre époque. Alors, voyez-vous les choses de la même façon? Percevez-vous, vous aussi, les signes de déclin des États-Unis et de l'Occident politique en tant que grande puissance? US and the political West as great powers? Yes, I think that's a very good description, actually, of where we Oui, je are. pense que c'est en effet une très bonne description de la situation actuelle. Plusieurs transitions sont en cours. La domination mondiale de l'Occident qui a duré 5 siècles est terminée. L'Occident n'a plus d'autorité morale, il n'a même plus d'unité. Et les valeurs qu'il exprimait autrefois, il les ignore ou les renie désormais. Ces valeurs ont pris racine en dehors de l'Occident. Je pense donc que c'est la première transition. À l'intérieur de l'Occident, chaque pays, surtout le mien, est dans un certain désordre, avec une dette nationale qui explose, une politique conflictuelle, une polarisation de la scène politique et une direction considérée par une grande partie de la population comme à la fois illégitime et indifférente à l'opinion publique. Both illegitimate and indifferent to popular opinion. You can look at France, if you will, and see all these symptoms. On peut regarder la France, si l'on veut, et y voir tous ces symptômes, mais on peut aussi les observer aux États-Unis, où ils sont aggravés par l'élection d'une personne très particulière à la présidence, quelqu'un de très inconstant et enclin aux accès de colère. Il vient de mettre fin aux négociations commerciales avec le Canada parce que le gouverneur de l'Ontario a rediffusé un discours de Ronald Reagan condamnant les tarifs douaniers comme nuisibles à la classe ouvrière américaine. Apparemment, aucune dissidence n'est tolérée, même de la part de pays étrangers ou de voisins. Bien sûr, le Canada est censé devenir le 51e État, selon le président, mais personne d'autre. Donc oui, ça c'est une très bonne description de la descente vers un certain chaos et de la perte de cohérence sur le plan politique. Loss of traction on the policy front. Vous avez mentionné les 5 derniers siècles comme une période davantage concurrentielle ou une source de domination pour l'Occident arrivant à son terme. Comment percevez-vous ce cadre? Considérez-vous cela comme un changement majeur? Well, it was 5 centuries ago that Eh bien, cela fait 5 siècles que Christophe Colomb a ouvert les Amériques à la colonisation européenne et africaine, et l'Occident a ensuite dominé le monde. Il existe une carte célèbre montrant 19 petites taches noires sur le globe que la Grande-Bretagne n'a pas envahies. Partout ailleurs, elle l'a fait. Et si vous n'avez pas été envahi par les Britanniques, vous l'avez été par les Français, les Allemands, les Japonais ou d'autres. Tout cela appartient désormais au passé. Autrement dit, les institutions que l'Occident a créées après la Seconde Guerre mondiale, les Nations Unies, un grand ensemble de droit international, sont derrière nous. Elles ne sont plus respectées par l'Occident. Ironiquement, elles ont été reprises par d'autres. Le cœur de la politique étrangère chinoise est l'effort pour restaurer le droit international et la fidélité à la Charte des Nations Unies.
fidelity to the United Nations Charter. Very ironic, given the way in which the modern China C'est très ironique, compte tenu de la manière dont l'État chinois moderne est né, en répudiant le droit international et dans un cadre complètement extérieur à l'ordre dirigé par les États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Nous nous retrouvons donc dans cette situation étrange où les États-Unis tentent désormais de démanteler l'ordre qu'ils ont eux-mêmes créé, tandis que des pays comme la Chine, qui ont le plus profité de cet ordre et des règles établies par les puissants États capitalistes, cherchent à le restaurer ou du moins à le maintenir en vie. On le voit dans les efforts visant à faire perdurer l'Organisation mondiale du commerce. Si elle ne peut pas être ressuscitée directement, l'idée est alors d'adopter des accords régionaux qui intègrent ces règles et ces mécanismes de règlement des différends dans un nouvel ordre régional. Et enfin, je pense que nous assistons à l'effondrement de toute hégémonie. Je préfère appeler cela un ordre multinodal. Nodal signifiant des points de jonction capables d'accueillir de multiples relations, par opposition aux pôles, qui sont les extrémités bidimensionnelles d'une ligne. Quoi qu'il en soit, ce qui arrive n'est plus un moment unipolaire. Ce n'est pas non plus un moment bipolaire, comme pendant la guerre froide. Et il est très remarquable que, bien que la Chine soit désormais le principal acteur économique de la planète et, à bien des égards, l'État le plus influent, remplaçant les États-Unis, elle n'ait aucun appétit pour assumer le type de rôle de leadership hégémonique que les États-Unis ont longtemps joué. Il existe donc un vide de leadership dans le monde. Nous voyons cela dans les désaccords sur des questions fondamentales comme le changement climatique et la non-prolifération, ainsi que dans les efforts visant à gérer les risques par le contrôle des armements, par exemple. Et bien sûr, il y a l'effondrement des règles du commerce international qui avaient été soigneusement élaborées. Fait curieux, comme une sorte d'apothéose de cette dégradation, les États-Unis embrassent désormais l'Argentine, qui a fait défaut 9 fois sur sa dette souveraine et représente probablement le pire cas. Si vous allez à la faculté de droit et suivez un cours sur les transactions internationales, une grande partie porte sur les comportements fautifs de l'Argentine. Et rien n'indique que l'élection de dimanche en Argentine, visant à renouveler environ la moitié du corps législatif, changera cela. C'est un référendum sur M. Milei, le président, et ses théories économiques plutôt étranges. C'est aussi un référendum sur Donald Trump et le secrétaire au Trésor Mnuchin, qui ont décidé de soutenir l'Argentine, ce qui, comme je le dis selon l'histoire, n'est pas un investissement sûr. Donc beaucoup de choses se passent sur le plan économique, politique et ainsi de suite. Les pires abus se produisent en Asie occidentale, où nous avons assisté à un génocide soutenu par les États-Unis et d'autres pays occidentaux. Nous ne l'avons pas seulement permis, nous l'avons réellement soutenu, financé, équipé. Et maintenant, nous avons un cessez-le-feu, qui n'est rien de plus qu'un cessez-le-feu. Ce n'est pas une paix dont on puisse parler. Donc, je suppose que, pour revenir en arrière, ou pour cadrer cela selon les options exposées par Paul Kennedy, il soutenait qu'à l'approche du déclin d'une grande puissance, on se trouve face à un dilemme. On peut soit entreprendre des retraits stratégiques afin de préserver une partie de la prospérité et des avantages en se repliant, soit s'accrocher à l'hégémonie et risquer l'effondrement total. Je dois admettre qu'au départ, j'avais une certaine sympathie pour la notion de America First de Trump, car à travers mon prisme, je l'interprétais dans une certaine mesure comme un retrait stratégique, comme beaucoup d'autres. Mais il semble qu'il n'ait pas vraiment suivi cette voie. Au contraire, il paraît assez déterminé à reconstruire un empire simplement en affichant davantage de force, comme si c'était la recette manquante pour une domination perpétuelle. Donc, je suppose, tout d'abord,
que vous voyez les choses de la même manière? Et aussi, interprétez-vous ce qui se passe actuellement comme un attachement à l'hégémonie, ou peut-être ne voyez-vous pas la situation sous cet angle? No, I think there's a influential group in the United States. Non. Je pense qu'il existe aux États-Unis un groupe influent qui se désigne sous le nom de Race Trainers et qui est probablement le mieux représenté par le Quincy Institute à Washington. Ils ont tenté d'entreprendre une retraite stratégique, sauver ce qui pouvait l'être de l'ordre mondial en voie de disparition. Je ne pense pas que Trump ait séduit beaucoup d'entre eux, car il part dans tous les sens. Il n'a aucun principe fixe. Tout tourne autour de lui. La preuve la plus récente, si vous en doutiez encore, est sa proposition de construire à Washington un monument dans le style de l'Arc de Triomphe. Et lorsqu'on lui a demandé quelle était la victoire célébrée, il a répondu « Moi, c'est à propos de moi ». Eh bien, tout semble apparemment tourner autour de lui. Je ne pense donc pas qu'il soit très utile d'essayer d'analyser sa vision stratégique, car il n'en a tout simplement pas. Et cela, bien sûr, aggrave le déclin que vous, ou plutôt Kennedy, avez si bien décrit. Donc je pense que c'est là l'essentiel. Et bien sûr, l'autre chose, c'est que nous avons maintenant Steve Bannon, qui affirme, dans une interview accordée à The Economist, que Trump devrait pouvoir contourner le 22e amendement et être réélu en 2028 pour un troisième mandat. Et nous avons besoin de lui parce qu'il serait un instrument divin. Dieu l'aurait envoyé, selon Steve Bannon, pour remettre de l'ordre dans tout cela. Et il nous faudrait plus de temps avec lui pour qu'il puisse accomplir cette mission. Mais c'est une description plutôt étrange de la situation. Ce qui se passe est symbolisé, pour de nombreux Américains, par la destruction de l'aile est de la Maison-Blanche et son remplacement envisagé par une sorte de salle de bal immense et criarde, coûtant 300 millions de dollars. Eh bien, voilà une part de l'histoire américaine qui s'en va. Et c'est en un sens symbolique de ce qui se passe. Nous nous éloignons de nos principes constitutionnels, de l'état de droit, de notre propre histoire en tant que nation d'immigrants. Nous répudions l'idée de diversité. Nous nous replions sur une citadelle du pouvoir blanc, qui relève surtout d'un passé imaginaire, non de quelque chose de réel, et nous nous désunissons. Et tout cela se produit dans un contexte où d'importantes guerres sont en cours, certaines déjà en train de se dérouler, d'autres à l'horizon. Il faut se poser la question, sommes-nous prêts pour cela? Une autre guerre? Disons une guerre avec la Chine. Avons-nous l'unité? Avons-nous la force de conviction? Avons-nous l'accord national sur les principes nécessaires pour l'emporter dans une telle guerre? Je soupçonne que la réponse est non. Je pense que c'est ainsi. Eh bien, Emmanuel Todd, le philosophe français, a écrit quelque chose à ce sujet. Il a utilisé le concept, je crois que c'était le micro-militarisme, selon lequel, lorsqu'une grande puissance est en déclin, elle cherche, je suppose, des victoires faciles ou des succès simples. Par exemple, rechercher de petites victoires militaires ou rénover la salle de bal, quelque chose qui signale la restauration de la grandeur au moment du déclin. Je suppose qu'un développement récent similaire, comme les attaques contre des bateaux vénézuéliens au large de leurs côtes et les menaces de les bombarder, s'inscrit dans cette logique, ou même le fait d'intimider les Canadiens, de tous les peuples, relève de cette catégorie. Une démonstration désespérée de force. Mais il y a ici une contradiction intéressante. Après le XXe siècle, la première moitié marquée par la lutte contre le fascisme, la seconde par la lutte contre le communisme, la guerre froide s'est achevée en 1989. 2 ans plus tard, l'Union soviétique s'est effondrée. C'est à ce moment-là que l'Occident politique semblait au sommet de sa puissance. Pourtant, toutes les conditions semblaient réunies pour la paix à cette époque. Et malgré cela,
Si l'on compare la vision du début des années 1990 d'une paix perpétuelle et d'un dépassement de l'histoire avec la situation actuelle, cette hostilité constante envers toutes les régions du monde, cette guerre sans fin, comment expliquer une telle transition? Parce que c'était essentiellement le meilleur moment pour la paix. Mais c'est justement à ce moment-là que l'Occident politique, non seulement les États-Unis, mais aussi les Européens, a semblé devenir plus belliqueux que jamais. Du moins, d'après ce que j'ai vu de mon propre pays pendant la guerre froide, nous étions prudents. Nous cherchions des moyens pacifiques pour atteindre des fins pacifiques. Nous faisions attention à ne pas provoquer nos adversaires. Après la guerre froide, cela a changé. Soudainement, la paix devait être imposée par la force militaire. Et encore une fois, nous avons cessé de parler des préoccupations de sécurité de nos opposants. Comment expliquer ce curieux revirement, alors que justement, nous nous attendions à des générations de paix, en somme? Eh bien, une grande partie de cela, je veux dire, je ne pense pas qu'il y ait une seule explication à cette tendance, mais beaucoup de choses tiennent à une mauvaise interprétation de la fin de la guerre froide. L'idée que l'Union soviétique aurait été vaincue militairement. La leçon tirée de la guerre froide aurait donc été que la dissuasion militaire est la clé de la paix, plutôt que la diplomatie. Le désengagement et l'ostracisme fonctionneraient, apparemment. C'est l'idée. Ensuite, après la fin de la guerre froide, les États-Unis sont entrés dans ce qu'on a appelé le moment unipolaire. Nous étions réellement tout-puissants. Il n'y avait aucun concurrent. Et parce que nous pouvions faire tout ce que nous voulions, nous l'avons fait. En somme, nous avons décidé que les relations étrangères étaient facultatives plutôt qu'indispensables, qu'on pouvait avoir une politique étrangère ou pas. Cela n'avait pas vraiment d'importance, et il n'y avait pas besoin de diplomatie, car nous étions si puissants que nous pouvions contraindre n'importe qui à faire tout ce que nous voulions. Voilà pour la théorie. Mais cela n'a pas fonctionné. En fait, là où cette théorie fallacieuse a été appliquée, par exemple à la Corée du Nord, avec la politique de pression maximale, il n'y a eu aucune diplomatie. Je veux dire, Donald Trump a fait un effort plutôt pathétique pour imiter l'ouverture de Richard Nixon à la Chine en tendant la main à Kim Jong-un. Mais tout ce que cela a produit, ce sont des séances photos, quelques mises en scène et aucune véritable diplomatie. Ainsi, ce que cette pression maximale a engendré, c'est un missile balistique intercontinental nord-coréen doté d'une ogive nucléaire capable de frapper les États-Unis. Le même processus est en cours avec l'Iran. Bien que jusqu'à présent, des scrupules religieux aient apparemment empêché le guide suprême iranien de se rallier à bon nombre de ses subordonnés, lesquels soutiennent que l'exemple de la Corée du Nord montre que la seule façon d'être en sécurité est de développer une capacité nucléaire permettant de frapper les États-Unis ou Israël, selon le cas, de nombreux facteurs ont contribué à cette situation. Aux États-Unis, l'idée que la politique étrangère était une activité négligeable a conduit à l'émancipation de divers groupes d'intérêts particuliers. Ainsi, tous ceux qui s'occupaient du Moyen-Orient étaient des sionistes. Tous ceux qui s'occupaient de la Norvège appartenaient au mouvement « Sauver les baleines ». Tous ceux qui s'occupaient d'Haïti étaient noirs, comme les Haïtiens, et ainsi de suite. Les sociétés complexes comme la Chine comptaient de multiples groupes d'intérêts particuliers. Des défenseurs de la liberté religieuse, des bouddhistes de salon, un groupe après l'autre, des militants des droits de l'homme, des capitalistes, des anticommunistes, et ainsi de suite. Une grande agglomération d'intérêts particuliers différents, et par conséquent, il n'y avait pas de politique digne de ce nom. Aucune politique digne de ce nom à l'égard des pays que j'ai mentionnés, y compris le vôtre,
Je crois qu'il y a plus en Norvège que la chasse à la baleine. Mais enfin, en gros, l'incohérence est devenue la règle du jeu, et nous en payons le prix. Vous savez, la dernière ironie, ou le résultat de tout cela, se manifeste dans la confusion persistante du président Trump entre la paix et un simple cessez-le-feu. Il pense qu'un cessez-le-feu et la paix sont la même chose. Mais un cessez-le-feu n'est qu'une interruption des combats, tandis que la paix est la résolution des problèmes sous-jacents qui provoquent ces combats. Il semble réticent à s'attaquer à ces causes, qu'il s'agisse d'Israël-Palestine, de l'Ukraine et de l'Europe, des affaires de sécurité européennes ou des relations avec l'Iran ou la Chine. Ainsi, il parle de cessez-le-feu à court terme, qui s'effondre toujours, et celui du Moyen-Orient a déjà été gravement violé par Israël. Il est clair qu'il ne durera pas. Nous avons donc une combinaison d'incohérence et d'incompétence à l'œuvre. Eh bien, il vaut la peine d'aborder ces deux cessez-le-feu. Et je pense que vous avez tout à fait raison à ce sujet, car il semble que cette pression maximale pour imposer un cessez-le-feu ou un résultat souhaitable ne tienne pas compte du calcul sécuritaire, ni, comme je l'ai dit, des causes sous-jacentes qui ont alimenté le conflit dès le départ. Mais étant donné que vous êtes l'ancien ambassadeur des États-Unis en Arabie Saoudite et que c'est votre région du monde, comment évalueriez-vous la situation actuelle au Moyen-Orient? Je veux dire en conséquence du déclin de l'Amérique, un pays comme Israël, sans vouloir le dénigrer, mais c'est presque comme un avant-poste de colon. Dans quelle mesure Israël peut-il exister ou survivre sans les États-Unis, compte tenu de l'ampleur du financement à la fois monétaire et militaire que les États-Unis lui fournissent? Et bien sûr, on peut y ajouter le soutien politique également. Israël ne peut pas survivre sans le soutien américain, bien que le Premier ministre Netanyahou affirme qu'il peut devenir une sorte de Sparte. Nous nous souvenons tous de ce qui est arrivé à Sparte. Elle n'est pas morte avec grâce. Ce n'est donc pas une bonne vision. Ce qu'Israël a fait lui coûte le soutien des États-Unis. Il faut du temps pour contrer l'influence sioniste enracinée, mais elle est en train d'être contrecarrée, même si elle contrôle encore l'élite politique à Washington et occupe la Maison-Blanche. Israël est en grand danger. Il a eu 4-20 ans pour se faire un ami au Moyen-Orient et n'en a fait aucun. Il s'est fait l'ennemi de tous. Et maintenant, il propose d'imposer à Gaza une version du mandat de la Société des Nations qu'il a créée, ce qui est totalement inacceptable pour le monde entier, en dehors des États-Unis et d'Israël. Ainsi, elle perd son soutien en Europe, sans que l'Europe soit d'ailleurs très présente dans la région ces temps-ci. L'Europe semble tellement divisée et tellement concentrée sur une prétendue menace russe qu'elle n'est plus active là où elle l'était autrefois. Et maintenant, nous assistons au réveil de la Turquie en tant que pays du Moyen-Orient ou puissance d'Asie occidentale. Le président Erdogan vient d'effectuer une tournée des pays du Conseil de coopération du Golfe qui s'est achevée à Oman, et il a très justement déclaré que pour que le soi-disant cessez-le-feu mis en place à Gaza puisse être maintenu, Israël devra être privé du soutien militaire des États-Unis et de l'appui politique. Votre pays, je crois, a parrainé une résolution aux Nations Unies appelant Israël à revenir au respect du droit international et de la charte de l'ONU et à mettre en œuvre les accords qu'il a conclus. En attendant, l'appareil juridique international, la Cour internationale de justice, a renforcé sa condamnation du blocage par Israël de l'aide humanitaire qu'il continue d'imposer en violation de l'accord dont M. Trump se vante tant. Et nous avons une série de collègues américains, des hauts responsables, y compris la vice-présidente, qui se rendent en Israël pour participer à ce qu'on appelle le babysitting.
c'est-à-dire surveiller attentivement Bibi Netanyahu car personne ne lui fait confiance, ni son propre peuple, ni les Américains, ni quiconque. Et donc, ce n'est pas un tableau réjouissant. Ailleurs dans la région, nous voyons se poursuivre un lent rapprochement entre les Arabes du Golfe et l'Iran. Les Libanais n'ont pas désarmé le Hezbollah et ne le feront pas, malgré les exigences des États-Unis et d'Israël à cet égard. La Syrie reste profondément divisée. Et l'on nous dit maintenant, peut-être dans le cadre d'un argument en faveur du maintien d'une présence militaire américaine en Syrie, que l'État islamique renaît dans l'anarchie de la Syrie contemporaine, avec des attaques contre les Kurdes, les soi-disant forces démocratiques syriennes qui ont eu lieu. Je ne suis pas certain qu'il s'agisse, comme je le dis, d'une réalité ou d'une tentative de réimpliquer les États-Unis, qui se désengagent lentement de la Syrie. Les autres grandes puissances, la Russie par exemple, sont pour le moment bien sûr obsédées par l'élargissement de l'OTAN et l'Ukraine, les Kessebov Return européennes. NATO enlargement, Ukraine, European security issues. But it is increasingly active diplomatically. Mais elle est de plus en plus active sur le plan diplomatique en Asie occidentale. Les Chinois sont très actifs, bien qu'ils ne cherchent pas à mettre en place un programme de sécurité en remplacement des États-Unis. Ils sont trop intelligents pour cela. Et les pays de la région, bien qu'ils prennent leur distance vis-à-vis de la protection américaine, comprennent qu'il n'existe pas d'alternative et qu'ils ne peuvent donc aller que jusqu'à un certain point. C'est pourquoi on observe un effort de l'Arabie saoudite pour préserver l'essence de l'engagement sécuritaire américain bien réel envers le royaume, convenu entre le fondateur de ce royaume, Abdelaziz Al-Saoud, et Franklin Delano Roosevelt à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un accord exécutif d'une certaine nature qui, bien sûr, n'a aucune valeur constitutionnelle ni aucune efficacité aux États-Unis. Mais cela représente en effet une forme de couverture, alors que l'Arabie saoudite se repositionne comme un acteur indépendant. Donc beaucoup de choses sont en mouvement, toutes reflétant le retrait américain, ou le déclin, si l'on veut, une plus grande affirmation des puissances intermédiaires, et les efforts des petits pays pour s'unir afin de remplacer ou de reconstruire, sans les États-Unis, certaines parties de la Pax Americana qu'ils peuvent. Il y a d'ailleurs une constellation très intéressante qui a émergé en Asie du Sud-Est, entre Singapour, la Nouvelle-Zélande et quelques autres petits pays, qui essayent d'élaborer des règles de commerce et d'investissement permettant de maintenir les pratiques de l'OMC, même sans l'OMC, que les États-Unis ont sabotées. Donc vous voyez, nous sommes clairement dans une période de transition, loin de toute hégémonie, comme je l'ai dit, et vers un ordre beaucoup plus divisé. Board si gratifié multinodal. Eh bien, dans cet ordre multinational, que voyez-vous se profiler pour l'Europe? Je suppose que l'Europe peut exister sans les États-Unis. Mais malgré tout, les Européens vivent sous la protection américaine, une protection très étroite, depuis la Seconde Guerre mondiale, ce qui a créé une dépendance économique et sécuritaire extrêmement forte. Ainsi qu'elle le veuille ou non, l'Amérique devra encore procéder à un retrait stratégique dans certains domaines. Et l'Europe semble être une candidate de premier plan pour une réduction de cette attention, ce qui pourrait être plus facile, ou du moins plus intéressant, à faire à mesure que l'Europe décline, non seulement en termes de puissance économique, mais aussi de pertinence politique. Voyez-vous les Européens se retourner les uns contre les autres, ou être capables de rester cohésifs d'une manière ou d'une autre? Ou, plus généralement, comment voyez-vous l'architecture de sécurité européenne évoluer dans l'ordre mondial post-américain? Eh bien, il n'y a absolument aucun accord entre les Européens sur ce qu'il faudrait faire et aucune vision commune d'une relation européenne avec la Russie.
En réalité, au lieu de discuter de l'évidente nécessité d'obtenir une forme de garantie d'une relation de coopération avec la Russie, afin d'empêcher celle-ci d'avoir des visées sur l'Europe au-delà de ses propres frontières, les gens s'agitent dans tous les sens comme s'ils suivaient le vieux conseil. En cas de problème, en cas de doute, bouge-toi et promène-toi. Vous savez, tout cela manque de cohérence. Cela ne peut pas durer. Vous avez dit que l'Europe dépendait des États-Unis sur les plans économiques et politiques. Elle a aussi une dépendance intellectuelle. Elle n'a pas de vision. Il n'y a personne en Europe qui propose une vision cohérente de l'Europe du futur, de sa relation non seulement avec les Russes ou les Européens, mais avec l'Eurasie dans son ensemble, voire avec le monde. L'Europe est donc un mystère. C'est une énigme. Elle ne se structure pas comme elle le devrait. L'Europe possède toutes les caractéristiques d'une superpuissance, sauf la cohérence, le leadership et la vision. Et je trouve d'ailleurs très regrettable que la rencontre à Budapest entre Donald Trump et Vladimir Poutine n'ait pas lieu, car l'un des rares Européens qui semble avoir une vision, peut-être la mauvaise, mais au moins une vision, de la sécurité européenne est Viktor Orban. Il semble reconnaître avec quelques autres la nécessité d'élaborer une relation durable avec les Russes et les Chinois. Et vous savez, la Hongrie peut avoir ses problèmes, et ce n'est certainement pas un exemple de démocratie libérale. Mais elle semble avoir une vision assez claire de sa propre place dans le monde. Et cela semble être une abomination pour les autres Européens, à part Robert Fico en Slovaquie, et maintenant Babiš, je suppose, en Tchéquie. On le voit avec quelque chose comme l'effort européen pour confisquer les fonds russes afin d'indemniser l'Ukraine pour ses dommages, où les Hongrois se sont abstenus. Tous les autres ont apparemment voté pour. Quel est l'intérêt de cela? Qu'est-ce que cela fait, sinon continuer le combat jusqu'au dernier Ukrainien? À un moment donné, le dernier Ukrainien mourra. Et ensuite, personne n'en parle. Comment gérer la perspective d'une victoire russe en Ukraine? Personne n'en parle. Et pourtant, c'est l'issue la plus plausible de cette guerre. Oui, on peut dire ce qu'on veut d'Orban, mais au moins, quand il arrive avec une vision, comme équilibrer les idéaux libéraux avec les valeurs traditionnelles, ou améliorer les relations avec les États-Unis tout en se tournant vers l'Est, jusqu'à la Chine, pour diversifier la coopération économique. Je veux dire, même si on n'est pas d'accord, on peut y opposer d'autres idées. Mais comme tu l'as dit, les Européens semblent s'être eux-mêmes embourbés. Ils rejettent simplement toute dissidence. Du coup, il n'y a, je suppose, aucun engagement intellectuel avec des gens comme Orban. Mais, et c'est sans doute ma dernière question, comment comprendre les dernières sanctions de Trump? Elles visent la Russie, mais ce sont des sanctions secondaires, donc en réalité des sanctions contre le monde entier. Elles semblent cibler principalement le commerce pétrolier russe avec la Chine et l'Inde. Mais même les Allemands doivent maintenant demander des exemptions, car certaines filiales russes traitent leur pétrole sur le territoire allemand. Alors, en quoi ce que fait Trump a-t-il du sens? Vous n'arrivez pas à y voir clair parce que cela n'a tout simplement aucun sens. Tout d'abord, cela va échouer. Des solutions de contournement seront mises au point par les Indiens et les Chinois, qui sont les deux principaux acheteurs de pétrole russe. La nature exacte de ces solutions reste à déterminer. Il y a actuellement une suspension temporaire des importations en provenance de Russie par les grandes raffineries en Chine et en Inde, mais cela ne durera pas. Fait intéressant, cet effort pour réduire la dépendance à l'énergie russe semble s'être accompagné d'actes de sabotage dans plusieurs pays européens, dans des installations traitant le pétrole russe. Je pense que la Bulgarie et la Roumanie se distinguent à cet égard, mais cela rappelle fortement l'affaire Nord Stream 2.
this smacks of Nord Stream 2 again. This is, an example of self-mutilation. C'est, vous savez, un exemple d'automutilation. Quel est l'avenir de l'Europe si elle n'a pas accès à une énergie bon marché? Les Allemands découvrent ce que la perte d'une énergie bon marché signifie pour leur économie. Je suppose que tout cela est très bon pour la Norvège en tant que producteur de pétrole, mais c'est une évolution triste, car c'est grâce à un système commercial ouvert que l'Europe est devenue grande, et elle s'en détourne aujourd'hui. Ainsi, à sa manière, elle ne fait rien d'aussi extrême que ce que fait l'administration Trump aux États-Unis. Mais l'Europe n'a pas de position cohérente sur aucune des grandes questions du moment. L'équilibre mondial, le commerce mondial, l'investissement, les relations avec la Chine, désormais force économique dominante sur la planète. Now the dominant economic force on the planet, relations with Russia. Les relations avec la Russie. Quelle est la relation de la Turquie avec le reste de l'Europe? Personne ne semble savoir. L'Europe va-t-elle maintenir son entreprise coloniale en Palestine? Je veux dire, nous avons, vous savez, curieusement, le sionisme, qui ressemble très peu au judaïsme, était à l'origine une idée chrétienne. Ce n'est pas une invention des Juifs. C'était une idée protestante, liée au désir de débarrasser l'Europe de sa population juive en l'envoyant vers sa patrie mythique en Palestine. Cela est ensuite devenu, vous savez, ce que j'ai décrit comme un monstre vêtu d'habits juifs. Cela ne ressemble certainement en rien à la religion humaine que je connais parmi les Juifs aux États-Unis. Et Israël perd le soutien de la population juive au-delà de ses frontières, précisément pour cette raison. Ils ne veulent pas être associés à quelque chose qui entretient avec le judaïsme le même rapport que l'État islamique entretient avec l'islam. C'est une perversion déviante. C'est donc un autre phénomène en cours. Et encore une fois, l'Europe n'a aucune réponse à cela. L'Allemagne continue de réprimer toute critique d'Israël par culpabilité liée à la Shoah, et ce faisant, elle contribue à un autre génocide, qui n'est pas terminé, malgré le soi-disant cessez-le-feu. On peut se lamenter, mais nous devrions vraiment faire mieux que cela. Nous vivons une époque véritablement historique, où l'hégémonie mondiale a pris fin et où chacun doit s'adapter à un monde multipolaire ou multinodal en y trouvant sa propre place, en reconnaissant les incitations et les limites. Il y a beaucoup à méditer et de nombreux éléments importants à prendre en compte. Pourtant, comme vous l'avez dit, il existe peut-être un déficit intellectuel, je pense, car pour le moment, du moins en Europe, l'unique préoccupation semble être de se demander si la Russie va restaurer l'Empire soviétique ou marcher sur Paris. Je veux dire, c'est très absurde d'entendre le genre de rhétorique et d'arguments qu'on avance, complètement déconnectés des immenses changements que le monde traverse. Quoi qu'il en soit, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps, et comme toujours, merci. Eh bien, tu sembles apprécier le pessimisme, au moins il est justifié de nos jours. Ironiquement, mon principal centre d'intérêt est cette initiative de la Grande Eurasie portée par la Chine, l'Inde et la Russie. Idéalement, l'Europe y serait incluse, en coopération avec les États-Unis également. C'est en réalité une initiative très optimiste. Les Européens pourraient se connecter à travers le vaste continent eurasien, s'associer à l'énergie russe, à la technologie chinoise, et passer d'un système hégémonique à quelque chose de plus équilibré, fondé sur l'égalité souveraine. Ainsi, mon point de départ était plutôt optimiste. Mais ces temps-ci, il ne reste plus beaucoup d'optimisme, je suppose. À ce propos, Glenn, permets-moi de te recommander un essai de Kaiser Kuo. Kuo s'écrit K-U-O, Kaiser K-A-I-S-I-R, intitulé « Ce que l'Occident peut apprendre de la Chine ».
Son idée principale est que la période durant laquelle la Chine apprenait de l'Occident est terminée. La Chine est désormais indépendante et avance par elle-même, sans copier personne. Et elle fait beaucoup de choses que nous devrions examiner si nous voulons trouver des réponses à nos propres dilemmes. Je te le recommande donc. C'est un essai intellectuellement très stimulant, parfaitement dans ton domaine d'intérêt asiatique. J'ai entendu quelque chose de similaire de la part de la direction russe, que nous avons appris tout ce que nous pouvions de l'Occident, et qu'il est temps de regarder vers l'Est. Je ne suis pas sûr que tout représente grand-chose, mais le fait que ce sentiment existe est intéressant. Eh bien, cela signifie un monde où l'Occident ne mène plus, ce qui est précisément le point de départ de notre discussion. Et l'Occident doit trouver une nouvelle voie pour servir ses propres intérêts ainsi que ceux du reste du monde. Nous ne l'avons pas fait et nous n'essayons même pas à ce stade. Sur cette note optimiste, merci encore de m'avoir accueilli. Merci.